Voilà, j'ai remis notre enregistrement et nous sommes sur un deuxième batch, pour ainsi dire, d'enregistrement et je nous embraye tous, si vous voulez bien, sur le problème judiciaire. En fait, donc, je disais, aujourd'hui, ce qui est très visible comme décision en Europe, et il y en a, il y a une décision en Irlande l'année passée, il y a une décision en France, maintenant le 1er juillet, donc c'est tout à fait récent. Il y a une décision hollandaise qui est un peu celle qui a donné le signal, je dirais presque au monde entier, de la condamnation d'un État à accroître son effort pour atteindre quoi? Eh bien, pour atteindre les objectifs qui sont reconnus d'une part scientifiquement comme nécessaires pour éviter une situation humaine catastrophique, disent certaines décisions, disent en fait chacune de ces décisions, y compris la décision belge du 17 janvier, euh, du 17 juin, excusez-moi, ces décisions donc condamnent un certain nombre d'États et j'ai envie de me tourner vers Philippe et Christian en leur demandant, tiens, ces pauvres États qui se font condamner, est-ce qu'ils ne risquent pas d'avoir autour d'eux finalement un certain, enfin, d'être dans une espèce de chaos où certains États dominant leur justice ou bien la justice étant trop timorée n'osent pas condamner leur État et il y aurait en quelque sorte des passagers clandestins qui sont tous ces pays qui ne sont condamnés par personne, si ce n'est le cas échéant par la morale publique, je dirais, mais en tout cas pas par la justice. Et quoi qu'il en soit d'ailleurs, il faut bien le dire, ces décisions judiciaires restent dans une large mesure d'un ordre assez symbolique, puisque même en Allemagne, où Mme Merkel, qui avait déjà une très grande ambition, puisque la loi climatique qui a été retoquée par la Cour constitutionnelle allemande, c'était déjà une loi qui prévoyait, dans différents secteurs et de façon assez précise, comment réduire de 55% d'ici à 2030, je crois, l'impact, plutôt l'émission de carbone dans ces secteurs en Allemagne. Et donc, euh, les juges constitutionnels allemands ont dit ce n'est pas assez. Pourquoi ce n'est pas assez? Parce que vous ne nous expliquez pas comment votre loi est équitable en ce qui concerne les générations futures. Donc, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant comme décision judiciaire parce que pour la première fois, on a vraiment un discours complet. Je dirais, on dit il faut dès aujourd'hui que le monde politique, et c'est ce que Mme Merkel s'est engagée à faire d'ailleurs, je crois, dire clairement qui va porter la charge en fonction évidemment des connaissances actuelles. Hein, le grand problème de notre monde qui croit beaucoup au progrès, c'est de dire demain, il y aura une solution parce que les innovations technologiques vont nous permettre de faire gratuitement ce que l'on ne peut faire aujourd'hui qu'au moyennant des coûts astronomiques. Et donc, quelle est, selon vous, la justesse ou le danger de ces initiatives, ou plutôt de ces décisions judiciaires, puisque les juges ne prennent aucune initiative, ils sont saisis par des plaignants et ils tranchent. Hein, le terme est intéressant. Un juge ne fait jamais que trancher, dans tous les cas, un litige dont il est saisi. Et donc, que pensez-vous de cette justice climatique qui se met en place? Christian, est-ce que je peux te donner la Oui, parole? oui, super question, beaucoup trop longue, mais super question. C'est là où je découvre que mon frère est encore plus bavard que moi. C'est pas grave. Deux réponses là-dessus, une réponse positive et une réponse normative. La réponse positive, c'est dans la continuité de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est quand même, à nouveau, je voudrais pas être dans la peau des politiciens en Belgique, aux Pays-Bas ou en France, se faire attaquer par les juges en disant vous en faites pas assez, alors qu'en France, par exemple, vous avez des gilets jaunes qui le matin
râlent parce qu'on touche à leur portefeuille pour financer la transition énergétique et l'après-midi, ils vont manifester pour le climat. On est dans une utopie d'une transition heureuse alors qu'elle est coûteuse. Et donc, les politiciens qui veulent prendre leurs responsabilités en imposant des choses qui seront nécessairement coûteuses pour le pouvoir d'achat vont perdre leur emploi de politiciens l'année prochaine. Donc, c'est quand même super compliqué pour les politiciens d'une façon positive. Réponse normative maintenant. Alors ça, c'est mon sujet de recherche depuis plusieurs années. Je regarde évidemment, si on était sûr que dans 10 ans, on avait des technologies qui permettraient de décarboner notre économie à des coûts nuls. Et j'ai des collègues, énergéticiens, économistes, qui travaillent sur des projections sur le mix électrique européen qui couvriraient avec une électrification de l'ensemble des secteurs, le transport, le résidentiel, complètement électrifié et une électricité complètement décarbonée avec des coûts de production du kilowattheure qui ne seraient pas plus élevés qu'aujourd'hui. Mais je leur réponds, mais je leur dis, mais si c'est vrai, mais pourquoi on fait des efforts aujourd'hui? Attendons juste d'avoir ces technologies, ce n'est pas 10 ans supplémentaires, on peut attendre 10 ans supplémentaires si on était sûr de pouvoir complètement décarboner rapidement après. Sur le climat, on peut s'arranger. La réalité, c'est qu'on est confronté à des incertitudes absolument radicales. J'étais un des auteurs principaux des 4e et 5e rapports du GIEC. Regardez le 5e rapport, et je l'ai fait dans mes travaux récents. Je montre que quand le GIEC utilise un millier de modèles différents ou de calibration d'une cinquantaine de modèles différents et qui donne un millier d'estimations de quel sera le coût en 2050 pour décarboner notre économie dans le monde, eh bien, vous avez 1000 réponses qui sont radicalement différentes. Il y a des experts qui vous disent, il y a des modèles qui vous disent à 20 € la tonne de CO2, on va y arriver, et il y en a d'autres qui vous disent à 2000 €, on ne va pas y arriver. Donc, si vous voulez, il y a une incertitude radicale, ce qui pose une question très compliquée pour le juge. Si le juge décide de statuer là-dessus, je ne suis pas sûr que c'est une super bonne idée entre nous, parce que je ne pense pas que le juge, par rapport au commissaire au plan, par exemple, le juge a moins de compétences pour aller calculer effectivement l'optimum social intergénérationnel. Mais bon, soit, c'est la vie et les juges ont leur rôle à jouer dans cette affaire, c'est clair. Mais si vous voulez, du point de vue de l'éthique, de la philosophie, combinant d'une représentation de ce que c'est que le bien commun intergénérationnel combiné avec les incertitudes auxquelles on est confronté sur les innovations technologiques vertes dans les 30 prochaines années, eh bien, c'est clair que, et c'est mes travaux, vous pouvez aller voir sur ma page web, bon, c'est assez technique, je suis un peu désolé, mais la prise en compte de ces incertitudes pour essayer d'optimiser le niveau d'effort qui serait socialement désirable aujourd'hui, compte tenu de l'incertitude qu'on a pour atteindre des objectifs, sur les coûts pour atteindre des objectifs de décarbonation à 100% du mix électrique, du mix économique européen, ça conduit au fait qu'en fait, on n'en fait pas assez aujourd'hui. C'est clair qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui. On ne demande pas assez d'efforts pour la génération actuelle et on demandera en conséquence beaucoup trop d'efforts pour les générations futures. Et je parle de celle qui aura à faire les efforts sur les 20, 30, 40 derniers pourcents de décarbonation dans les économies européennes en 2030, 2040 et 2050. Ça me paraît assez clair. Le commissariat général au plan, France Stratégie en France, avait publié en 2019 un rapport qui s'appelle le rapport Kiné 2, dans lequel j'ai contribué, qui a dit en fait il faudrait une valeur carbone de 69 € en 2020 par tonne de CO2, 250 € la tonne en 2030, 775 € en 2050. Vous voyez qu'on augmente, évidemment, plus la valeur carbone est élevée, plus on demande des efforts importants de décarbonation pour les gens qui sont confrontés à cette valeur carbone élevée. Ce que je montre, c'est que cette pente, cette croissance temporelle du prix du carbone est beaucoup trop élevée par rapport à ce qui serait socialement désirable en termes d'allocation des efforts entre les générations. Il faudrait donc sans doute beaucoup plus un prix du carbone aujourd'hui autour de 150 € la tonne de CO2, peut-être 200 et peut-être plutôt 300, 400 € la tonne de CO2 en 2050, mais pas 69 aujourd'hui et 775 en 2050. La réalité, c'est que même les économistes ont intégré la contrainte politique de l'acceptabilité sociale des politiques climatiques aujourd'hui et donc disent
on va atteindre l'objectif de 2 degrés ou de voire 1,5 degré Celsius, j'y crois pas, mais admettons à long terme. Mais on ne demande pas beaucoup d'efforts actuellement, mais vous promet, on va y arriver parce qu'on demandera beaucoup d'efforts à l'avenir où les technologies viendront qui nous permettront d'y arriver. Et prenez l'exemple de l'administration Biden. L'administration Biden, le projet climatique de Biden, c'est quoi? On ne demande surtout rien aux consommateurs américains aujourd'hui. Il peut continuer à acheter son SUV, à consommer de l'essence pas chère. Il peut continuer à acheter des maisons qui sont des vrais passoires thermiques. Ce n'est pas grave, on ne va pas augmenter le prix d'énergie à court terme, mais on va investir dans la recherche et développement qui va permettre de produire ces technologies qui, demain, permettront de réduire des émissions de CO2 pas chères. Aux États-Unis, c'est un pari. C'est un pari qui est inacceptable, en fait. Mais c'est la réalité aux États-Unis, c'est la réalité en Europe. On joue le waiting game, on continue depuis 1990, on sait qu'on fonce dans le mur et au lieu d'appuyer sur la pédale de gauche, on appuie sur la pédale de droite. Et ça, c'est pas uniquement la faute des politiques, c'est la faute du public, c'est la faute des électeurs qui n'ont pas compris que pour atteindre un résultat qui est compatible avec l'intérêt des générations futures ou l'intérêt partagé des générations présentes et futures, il faut accepter des efforts spécifiques qui ne sont pas gigantesques, mais des efforts quand même. Et ça, le politique a été incapable de porter ce discours du sang, des larmes, de la sueur, et a préféré le jeu facile de vous inquiétez pas, on va s'occuper de ça, vous n'avez rien à faire, on va demander aux entreprises, elles vont payer, on va demander les services publics, on va le faire, on va s'endetter, l'Union européenne et 750 milliards du plan de relance, tout ça, vous n'avez rien à payer, on va se débrouiller. La réalité, c'est que cette guerre mondiale contre le changement climatique, on ne peut la gagner que si tout le monde s'y met et si tout le monde affronte ce coût que chacun engendre en émettant du CO2. Pardon, j'étais beaucoup trop long. Philippe, tu veux certainement réagir. Christian, Philippe, quelle est ta réflexion? Alors, moi, sur la judiciarisation, et désolé pour le juriste que tu es, en cette matière-là, je trouve que c'est anormal. C'est une question éminemment politique qui doit être décidée par le politique sur base d'un débat public alimenté par des données scientifiques, des analyses scientifiques. Et malheureusement, le calendrier électoral, que ce soit en France ou en Belgique, ne permet pas d'avoir ce débat sereinement pour expliquer les choses telles qu'elles sont. Parce que si on vote tous les 4 ou 5 ans, je veux dire, le politique, et j'en ai été, André aussi, on sait qu'on est toujours jugé sur ce qu'on a dit avec les réseaux sociaux et autres, et donc on ne peut pas développer une vision à long terme de la société comme on a pu le faire à la sortie de la guerre, et que les instances intermédiaires que nous connaissons très fort en Belgique, la démocratie intermédiaire des partenaires sociaux est aussi, je veux dire, affaiblie par toute une série d'évolutions, et que malheureusement, il faut en revenir à des principes politiques de démocratie. La politique, c'est quelque chose de noble si le débat est assuré de manière sereine, sur base de données, je veux dire, exactes et d'analyses exactes. Et Philippe, juste un petit mot là-dessus. La démocratie, c'est la dictature des générations présentes sur les générations futures. Oui, les générations futures ne votent pas. Oui. Donc, on a un petit problème de représentation politique dans une démocratie. C'est les philosophes, c'est Hans Jonas qui dit. Et surtout, avec des taux d'intérêt à zéro, il n'y a plus de prix futur en plus. Pour le court terme, effectivement, les taux sont à zéro, mais ça remontera un jour. Oui, ça j'en suis certain, mais ça, les politiques, ils ne ont pas intégré encore. Ils pensent que ça rapporte de l'argent même d'emprunter.